Alors on va maintenant revenir sur la dernière des laïcités qu'on a évoquée au début de la vidéo, la laïcité identitaire. Alors pour parler de celle-ci, j'aimerais juste revenir vite fait sur l'affaire du voile de craie. On va pas refaire toute l'histoire des sentiments anti-islam ou la politique coloniale de la France, mais on peut quand même se demander, pourquoi est-ce que ça éclate en 1989 ? Je pense qu'on comprend mieux ce genre de crise en supposant des causes profondes à long terme, des accélérateurs à moyen terme et des déclencheurs à court terme. Pour essayer de mieux cerner le contexte, je vous propose de faire la chose la plus bête possible, c'est-à-dire de résumer cette année par les événements charnières qui s'y seraient produits. 1989, c'était le bicentenaire de la Révolution française, la fatwa de Khomeini condamnant Salman Rushdie à mort, et la chute du mur de Berlin qui, certes, survient après le début de la polémique, le 9 novembre 1989. Néanmoins, ces éléments peuvent aider à expliquer l'impact de la polémique. On voit premièrement une forte nécessité de commémorer la République. Deuxièmement, on craint la montée du fondamentalisme islamique, sans remonter jusqu'à la guerre d'Algérie. Dès 1975, la guerre du Liban faisait rage, et on voyait sur les télés françaises s'opposer des phalangistes chrétiens, des milices sunnites et chiites. Je me suis entretenu avec le haut responsable sunnite de Beyrouth-Est, et il ressort que la situation maintenant est fort claire. En effet, si les maronites modérés du sud Liban redonnent aux alaouites du mouvement dur le contrôle du nord de Beyrouth-Ouest, ils ne s'opposeront pas à ce que les chiites Amal demeurent à l'extrême est de Beyrouth Sud. Reste à savoir toutefois ce que les Kurdes du mouvement Kahal feront avec ou sans l'aide des moudjahidines sunnites du clan Afat. Cela dit, si les Tamouls de Palestine restent neutres et surtout si les Askénazes bouddhistes des territoires occupés demeurent divisés, on ne voit vraiment pas comment les calvinistes musulmans du Cheikh Habib pourraient empêcher les intégristes luthériens de l'imam Chouktar d'étouffer dans l'œuf l'intifada des Amish séfarades de la bande sud-est du nord-ouest de la banlieue de Beyrouth Centre, périphérique intérieur compris. Allons-nous vers une solution au conflit? Nous sommes maintenant en droit de l'espérer, Guillaume. Mais c'est surtout la révolution iranienne de 1979 qui fédère ces peurs. Et enfin, troisièmement, avec la fin de la guerre froide et le déclin de l'URSS en tant que superpuissance, l'Occident et surtout les États-Unis sont laissés seuls maîtres de la scène internationale. Et certains penseurs, comme Francis Fukuyama, ont l'impression que le monde entier va gentiment s'américaniser, adopter la démocratie libérale, et on va construire des McDo partout. D'autres, au contraire, pensent que cette globalisation et cette confrontation permanente à l'Occident va exciter les particularismes locaux, dont le fondamentalisme islamique. Donc 1989, c'est l'affaire du foulard, et l'année suivante, de façon assez révélatrice, Régis Debray parle de la laïcité comme exception française, une particularité française qui fonde l'identité de la République et qu'on peut brandir à la fois contre l'islamisme et contre l'hégémonie américaine. C'est très pratique et vous voyez encore un peu de ça aujourd'hui d'ailleurs. Et à partir de là, ça ne va faire qu'accélérer au rythme de l'actualité. Pendant les années 80, quand on imagine l'islam en France, on pense surtout à l'Iran et au régime des ayatollahs. C'est d'ailleurs pour ça que durant l'affaire du voile, on parle souvent de tchador, un terme qui est très rarement utilisé en France. Le voile islamique, quel que soit le nom qu'on lui donne. Avec la guerre Iran-Irak entre 80 et 88, on voyait Saddam Hussein plus ou moins comme un allié laïque, parce qu'il combattait les méchants mollahs iraniens. Tout ça va changer dans les années 90 où on voit une variété de méchants musulmans sur les télés françaises, dont justement l'Irak pendant la guerre du Golfe quand Saddam Hussein est combattu par littéralement tout le monde pour avoir envahi le Koweït. Et en 1991, la guerre civile algérienne a pris le relais de la guerre du Liban sur les télés françaises, et les islamistes, nous dit-on, veulent forcer les femmes à porter le voile. En 1994, après le retrait soviétique, c'est le début de l'insurrection des talibans en Afghanistan. Et alors que la France est frappée par une série d'attentats du GIA entre 1995 et 1996, on murmure de plus en plus sur le problème musulman et sur les banlieues. La République ne va pas se laisser faire. À force qu'on l'associe à l'identité de la France, la laïcité commence à être de droite avec par exemple la circulaire Bayrou. Mais à ce moment-là, on pourrait croire que ça va retomber, que ça va diminuer et qu'on va passer à autre chose. Mais un autre moment charnière, bien sûr, ce sont les attentats du 11 septembre 2001. Ils sont suivis par l'intervention occidentale en Afghanistan et la guerre d'Irak, et dans l'intervalle, on avait vu la seconde intifada. Tout ça concourt à une montée de l'hostilité envers les musulmans.
On en trouvait avant, bien sûr, il suffit de regarder le discours sur les grèves de 82 et 83 dans l'automobile, mais ici, clairement, le voilement ou le dévoilement des femmes devient le symbole d'un programme politique censé résumer une vision du monde. Ce qui nous amène à 2004. Après la victoire écrasante de Jacques Chirac contre Le Pen en 2002, la droite voulait profiter de cet élan pour se reformer plus forte. Alors pourquoi pas autour du thème de la laïcité ? C'est ce que suggère en juin 2003 un rapport de François Baroin intitulé « Pour une nouvelle laïcité ». Dedans, il conseille notamment d'interdire le voile à l'école malgré l'avis du Conseil d'État, ce que Jacques Chirac fera. Donc oui, on est passé de la laïcité loi de liberté, dirigée surtout contre l'Église catholique, à cette laïcité qui serait liée à l'identité de la France, parfois même à ses racines chrétiennes, et qui est dirigée presque exclusivement contre l'islam. Mais ce serait ridicule de présenter ça comme des politiciens qui sont juste portés par la vague de l'actualité. Il y a toute une stratégie derrière. Prenons de nouveau Chirac comme exemple. Ça me fait bizarre de parler autant de lui, mais sa carrière est assez symptomatique et il va bientôt mourir, donc profitons un peu. Il faut dire que Chirac a plusieurs fois prêté le flanc à des thèmes qui sont chers à l'extrême droite, sans entrer dans les aspects les plus scandaleux. Le bruit et l'odeur. Dès 1974, le premier gouvernement Chirac avait suspendu l'immigration, et en 1987, c'est sous le deuxième gouvernement Chirac qu'on verra la formation d'une commission sur la nationalité, qui aboutira à la loi dite Pasqua en 1993, qui rend plus difficile l'accès à la nationalité française pour les enfants nés de parents étrangers. Pendant ce temps, le Front National fondé en 1972 fait tout ce qu'il peut pour devenir vaguement respectable. Par exemple, au lieu de parler de race biologique, on essaye de parler de culture. Alors pas qu'elle soit inférieure bien sûr, mais ce serait bien que chacun reste chez soi quand même. Quand je vais en pays musulman, je me tiens dans le plus strict respect des règles et des coutumes du pays dans lequel je me rends. Quand il commence à remporter des élections en 1984, la droite traditionnelle doit trouver un nouveau discours qui leur permette de récupérer les électeurs tentés par le FN sans faire fuir leur base plus modérée. Et cette compétition entre droite et extrême droite inquiète aussi la gauche, enfin le Parti socialiste, comme le dit Laurent Fabius. Ah, l'extrême droite. Je pense que l'extrême droite, ce sont de fausses réponses à de vraies questions. Les questions sont vraies. Donc on espère, au PS aussi, que si on adresse ces vraies questions, le gentil électeur ne sera plus séduit par le Front National. Et ça marche bien du coup ? Ah mince. C'est là que la laïcité entre en jeu, parce qu'il faut bien qu'on continue à parler de ces vraies questions, mais en les tournant différemment. Par exemple, le programme du FN en 2002 proposait d'interdire les signes communautaires ostentatoires, foulard islamique, kippa, etc., dans l'enceinte des établissements scolaires publics pour libérer l'école de l'immigration. Et Chirac l'interdira, mais au lieu de parler d'immigration, astuce, on le fait au nom de la laïcité. Et au départ, ça marche. L'interdiction des signes religieux à l'école est votée avec une terrible majorité. Tout le monde applaudit. Ouais, wouh, 494 députés sur 577 ont voté pour. Une large majorité qui dépasse les clivages politiques. À travers tout l'échiquier politique, on voit donc un consensus sur le fait que l'islam est un problème, ou en tout cas a des problèmes, et que la solution, ce serait un peu plus de laïcité. Après, vous pouvez injecter les nuances que vous voulez pour être cohérent avec votre politique, et on espère que ça suffira aux électeurs. Il y a un gros problème avec cette stratégie, c'est que l'extrême droite est déchirée par des conflits énormes. Il n'y a pas beaucoup de points communs entre des monarchistes catholiques et des fascistes néo-païens. Est-ce qu'on est pour le libre marché ou l'intervention de l'État dans l'économie ? Est-ce qu'on est pour ou contre l'Europe ? Bref, il n'y a pas de réelle unité de programme ou de stratégie, et ça se ressent. Donc maintenant que tout le monde déteste l'islam, ça fait un thème très pratique pour unifier un parti et éviter qu'il explose à cause de ses tensions internes, ce qui est plus ou moins ce que le Danske Folkeparti a fait au Danemark, le Parti pour la liberté de Geert Wilders aux Pays-Bas ou l'UDC en Suisse. C'est le genre de type qu'on retrouve d'ailleurs aux Assises contre l'islamisation en France en décembre 2010, une sorte de colloque anti-islam, qui ne réunit pas que l'extrême droite d'ailleurs, et ça fait partie de la stratégie.
Oui, mais il y a des assises qui sont organisées, et bien sûr le Front National n'a pas la prétention d'incarner à lui seul la sensibilité de rejet de la montée de l'islamisme dans notre pays. Il s'est trouvé en pointe, et mis en pointe d'ailleurs par la persécution de l'État. Parce que le Front National se présente ainsi comme le fer de lance de la lutte bien plus large contre l'islam. Et c'est certainement ce que fera Marine Le Pen pour s'assurer la tête du parti. Christophe, bonjour. Bonjour à tous. Je serais tenté de dire tel père, telle fille. Marine Le Pen s'invite une nouvelle fois au cœur du débat politique avec des propos assez tonitruants. Alors au départ, il faut bien voir qu'il y a un objectif interne. Vous savez que Marine Le Pen est en campagne, on en a parlé contre Bruno Gollnisch. Elle est le vendredi justement sur ses terres, à Lyon. Elle veut donc donner des gages à la partie la plus extrémiste du Front National qu'incarne notamment Bruno Gollnisch. Alors pas d'enregistrement, donc justement je vais vous donner le verbatim exact pour pas qu'on parle dans le vide. Il y a 15 ans, on a eu le voile, puis il y a eu la burqa, et puis il y a eu des prières sur la voie publique. Maintenant, il y a 10 ou 15 endroits où, de manière régulière, un certain nombre de personnes viennent pour accaparer les territoires. Et voilà ce qu'elle dit. C'est une occupation de pans de territoire. Certes, il n'y a pas de blindés, pas de soldats, mais elle pèse, cette occupation, sur les habitants. Voilà. Et dès 2011, sous sa direction, on verra régulièrement ce grand zigzag de la laïcité au Front National. Je veux la pleine application de la loi de 1905. Ce n'est pas à la laïcité à s'adapter à une religion, quelle que soit cette religion. Le catholicisme, le protestantisme, le judaïsme se sont adaptés à la laïcité, pas d'ailleurs sans difficulté. Eh bien, l'islam devra s'adapter à la laïcité, socle de la République, fondement de nos valeurs. Vous pointez un problème venant de l'islam comme étant une atteinte à la laïcité, typiquement les prières de rue, un bon discours bien républicain, et quand on vous invite pour en causer, vous embrayez sur l'immigration, les thèmes habituels du parti. Comme ça, il y en a pour tout le monde, et vous laissez la droite et la gauche se marcher dessus. Politique oui, parce que ce qui est curieux, c'est que l'UMP, très vite, se positionne immédiatement sur les déclarations de Marine Le Pen. Mais vous savez pourquoi, Christophe? Parce que finalement, au moins une partie de l'UMP pense la même chose que Marine Le Pen, fait la même analyse. Regardez ce que dit le vieux Jean-Marie quand on lui demande son avis sur le burkini l'été passé. Écoutez, c'est une petite conséquence de l'immigration. Ce qu'il faut inverser, c'est l'immigration. Ce qu'il faut réduire, c'est le phénomène migratoire en France. Mais sur le burkini? Sur le burkini, c'est une conséquence, si vous voulez. Je veux dire, on voit très bien qu'il s'en fout du burkini ou même de la laïcité ici. C'est juste un marchepied qui lui permet de venir parler de l'immigration à la télé. Et c'était en fait déjà le cas lors de la première affaire du foulard en 1989. Tôt ou tard, le plus tôt serait le mieux, à faire s'exprimer le peuple français dans un référendum sur le fond du problème. Car il n'y aurait pas d'affaire de Tchador, ni beaucoup d'autres problèmes en France, s'il n'y avait un courant d'immigration tout à fait excessif. Et on pourrait interpréter ces contradictions apparentes comme deux niveaux de discours, comme deux courants différents au Front National. Le vieux méchant parti et le nouveau parti qui fait un petit effort de camouflage. Mais je pense que c'est plus intelligent de les imaginer comme une panoplie de discours qui remplissent la même stratégie. Bien sûr, il y a différents courants au FN, et leurs conflits ressurgissent à chaque défaite. Mais je crois que c'est partie intégrante de ce qu'on appelle la laïcité identitaire. C'est une tentative de dissimuler une préférence évidente pour le christianisme contre l'islam, dans un langage qui originellement visait à la neutralité de l'État et à l'égalité entre les confessions. Forcément qu'il y a des contradictions. Et cette vidéo est déjà assez longue, mais c'est le même genre de dynamique qu'on va retrouver dans la collaboration entre Riposte laïque et le bloc identitaire. Et tout ça, entre la droite et la gauche qui adoptent la rhétorique du Front National sous une forme acceptable via la laïcité, et l'extrême droite qui mime le discours républicain classique pour se réhabiliter, je pense que c'est pas prêt de s'arrêter. Laïcité ouverte, concordataire, identitaire, si on parle de toutes ces nouvelles laïcités, vous vous demandez certainement ce qu'il est arrivé aux laïcités historiques de 1905 dont on a parlé la dernière fois. Alors qu'on invoque leur loi à tout va, n'y a-t-il donc plus personne pour défendre la vision de Briand ou de Buisson? N'y a-t-il plus d'anticléricaux pur jus comme Allard ou de gallicans comme Combes? Pour ces deux derniers, effectivement, c'est moins à la mode en tant que tel, mais côté séparatiste, on trouve certainement plusieurs figures médiatiques qui se revendiquent régulièrement d'Aristide Briand.
En outre, deux institutions historiquement engagées dans la lutte pour la laïcité, la Ligue de l'enseignement et la Libre Pensée, sont restées côté séparatiste, militant pour la liberté de penser, ce qui inclut le droit de critiquer la religion, et une application stricte de la séparation et de la neutralité de l'État telle qu'énoncée en 1905. Mais depuis, elles ont pris des directions un peu différentes. La Libre Pensée s'est focalisée sur une optique de stricte côté neutralité et plutôt individualiste sur la liberté personnelle, tandis que la Ligue de l'enseignement a adopté une posture plus inclusive et qui prend en compte la dimension collective du religieux, qui ne limite plus la question à des libertés individuelles. Ensuite, il faut se rappeler que ces laïcités n'existent pas forcément à l'état pur. Ce sont des courants de pensée, des familles de pensée, et les discours de la libre pensée ou de la Ligue de l'enseignement sont complexes et ne se résument pas forcément à quelques slogans, ce qui explique peut-être leur manque de visibilité. À l'opposé, côté slogan, Sarkozy est aussi un spécimen intéressant parce qu'il a l'air de se revendiquer de plusieurs de ses laïcités, voire de toutes à la fois. Après son élection en 2007, il célébrait dans ses discours les racines chrétiennes de la France. Face à l'effacement des repères, face au bouleversement que connaissent nos sociétés, nous avons besoin de la contribution de l'Église catholique. Eh bien, il n'y a pas un seul homme, il n'y a pas une seule femme qui ne reconnaisse dans les cathédrales une expression de ce génie français auquel il a le sentiment de participer. Le Français qui ne croit pas en Dieu n'imagine pas la France sans le Mont-Saint-Michel, sans Notre-Dame de Paris ou sans la cathédrale de Reims, ni son village sans le clocher de son église qui le surplombe depuis 10 siècles. C'est la France. Pas un seul libre penseur, pas un franc-maçon, pas un athée qui ne se sente au fond de lui l'héritier de la chrétienté qui a laissé tant de traces profondes dans la sensibilité française et dans la pensée française. Et ça semble assez identitaire de célébrer le christianisme ainsi, mais par moments on retrouve des accents de laïcité ouverte. J'appelle de mes vœux l'avènement d'une laïcité positive, c'est-à-dire d'une laïcité qui, tout en veillant à la liberté de penser, à celle de croire et de ne pas croire, ne considère pas que les religions sont un danger, mais plutôt un atout. Concept assorti quelques paragraphes plus tard de cette forte affirmation. Dans la transmission des valeurs et dans l'apprentissage de la différence entre le bien et le mal, l'instituteur ne pourra jamais remplacer le pasteur ou le curé. Ces laïcités identitaires ou ouvertes se combinent assez bien, mais Sarkozy a aussi des éléments très gallicans. Il veut que l'État contrôle assez fermement le religieux, en tout cas l'islam. En 2003, alors ministre de l'Intérieur, il fonde ainsi le Conseil français du culte musulman, s'inspirant d'un projet de Jean-Pierre Chevènement. Comme Napoléon avait convoqué un grand Sanhédrin des Juifs de France en les intimant de s'organiser, Sarkozy voudrait faire pareil avec l'islam, créer une structure qui représente l'islam, avec laquelle on pourrait dialoguer et qui répercuterait les décisions. Une tonalité intransigeante qu'on retrouve par exemple autour de la photographie de la carte d'identité pour les personnes voilées. Il refuse tout aménagement de la législation en vigueur. Rien ne justifierait que les femmes de confession musulmane bénéficient d'une loi différente pour la carte nationale d'identité. Rien. Je suis venu en ami, mais en ami non complaisant. Donc on a des éléments identitaires, ouverts, gallicans, il pioche un peu partout, et c'est finalement très révélateur du style de Sarkozy, mais aussi de la pluralité des discours existants quant à la laïcité. C'est aussi sous sa présidence qu'on verra se raviver la question du foulard avec l'interdiction du voile intégral dans l'espace public, mais cette fois de nouveau pour des motifs sécuritaires. Et on va peut-être revenir un peu sur ces questions de foulard, de voile et de signes ostentatoires.